Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 5 histoires vraies des décès choquants survenus lors de tentatives de record du monde. Ces récits impliquent des risques extrêmes, le dépassement des limites humaines et le prix à payer pour atteindre la grandeur. Qu'il s'agisse d'exécuter une cascade dangereuse ou d'échouer lors d'un saut en parachute, ces événements montrent les risques des tentatives de record. C'était le 4 janvier 1967 sur Coniston Water dans le Lake District en Angleterre. Donald Campbell, un passionné de vitesse de 45 ans, était aux commandes de son hydroplane à moteur à réaction, le Bluebird K7. Campbell tentait de battre son propre record mondial de vitesse sur l'eau, un exploit qu'il avait déjà accompli 7 fois auparavant. En ce matin clair et froid, les enjeux étaient élevés et la pression intense. Campbell avait affronté 9 semaines de mauvais temps et de panne de moteur, mais la journée s'annonçait prometteuse. Le Bluebird K7, un hydroplane élégant avec une structure en acier et une carrosserie en aluminium, était une merveille d'ingénierie. Conçu par Ken et Lou Norris, il était équipé d'un moteur à turboréacteur axial Metropolitan Vickers Beryl capable de produire 3500 livres de poussée. Le bateau, avec son agencement distinctif en forme de fourchette à cornichon, était unique en son genre et avait apporté à Campbell de nombreux succès sur l'eau. À 8h45, alors que la surface du lac semblait lisse, le Bluebird fut mis à l'eau. Campbell, connu pour son sang-froid, fit un signe de pouce levé avant de commencer sa première course. Se dirigeant vers le sud, il atteignit une moyenne de 297 miles à l'heure sur le kilomètre mesuré. Pour battre le record, il devait atteindre une moyenne de 300 miles à l'heure lors du retour. Après une brève pause, Campbell entama sa deuxième tentative. Alors que le Bluebird accélérait vers le nord, de légères ondulations troublèrent l'eau. La voix de Campbell résonna à la radio. « Elle trace !» indiquant que le bateau avançait rapidement. Quelques instants plus tard, il ajouta « Pleine puissance », suivi de « L'eau n'est pas bonne, je ne vois pas grand-chose ». Ces derniers mots furent glaçants. « Je suis à l'envers, puis elle part ». À plus de 300 miles à l'heure, le nez du Bluebird se souleva, faisant basculer le bateau en arrière. Il se retourna à 50 pieds dans les airs, puis s'écrasa nez en premier dans l'eau. Un énorme rideau de vapeur monta et retomba, et le Bluebird disparut. Des plongeurs tentèrent de récupérer le corps de Campbell des profondeurs de Coniston Water, mais il manquait d'équipement adéquat. Seuls quelques sacs de flottabilité en plastique et les 2 flotteurs furent récupérés. Les recherches pour retrouver le corps de Campbell reprendraient le lendemain avec un meilleur équipement. Ce soir-là, Tonya Byrne, l'épouse de Campbell et artiste de cabaret, arriva de Londres, remplie de chagrin. Campbell avait toujours connu les risques de ces poursuites à grande vitesse. Il disait souvent que si le nez du Bluebird se soulevait, ne serait-ce qu'un peu, la catastrophe s'ensuivrait. L'accident s'est produit à seulement 200 mètres de la fin du kilomètre mesuré, à une vitesse trop élevée pour que le Bluebird puisse la gérer en toute sécurité. La quête de Campbell pour un nouveau record s'est terminée tragiquement, mais il détenait toujours le record à 276,38 miles à l'heure établi en Australie en 1964. L'héritage de Donald Campbell ne se résumait pas à ces records. Fils de Sir Malcolm Campbell, un autre détenteur de records de vitesse, il avait passé sa vie à poursuivre la vitesse sur terre et sur l'eau. Son parcours a commencé en 1949 lorsqu'il a tenté de battre des records en utilisant le bateau de son père, le Bluebird K4. Malgré des échecs initiaux, la détermination de Campbell ne faiblit jamais. En 1953, Campbell développa le Bluebird K7, le premier bateau à réaction réussie au monde. Entre 1955 et 1964, il établit 7 records mondiaux de vitesse sur l'eau, repoussant les limites du possible. Son record de 1955, à Ullswater, fut le premier à dépasser les 200 miles à l'heure, et ses records suivants à Coniston Water devinrent des événements annuels marquants. L'ambition de Campbell l'amena également à tenter de battre le record de vitesse sur Terre en Australie, où il dut faire face à de nombreux défis mais réussit à établir un nouveau record en 1964. Tout au long de sa carrière, le Bluebird K7 subit de nombreuses modifications pour améliorer sa stabilité et sa vitesse, reflétant la quête incessante de perfection de Campbell. Après le tragique accident de 1967, le Bluebird K7 resta submergé dans Coniston Water pendant des décennies. En 2001, l'épave et le corps de Campbell furent finalement récupérés. L'hydroplane subit une restauration minutieuse par l'ingénieur de Tyneside Bill Smith, déclenchant une longue bataille juridique sur sa propriété. En 2018, le Bluebird K7 retourna à l'eau en Écosse, atteignant des vitesses de 150 miles à l'heure. Des milliers de spectateurs, dont la fille de Campbell, Gina, assistèrent à la renaissance du bateau restauré. Cet événement émotionnel marqua une étape significative dans le parcours de l'hydroplane. Le musée Ruskin à Coniston abrite désormais le Bluebird K7 et des projets sont en cours pour faire naviguer à nouveau le bateau sur Coniston Water.
Le musée, qui a construit une aile spéciale pour le Bluebird, vise à honorer l'héritage de Campbell et son lien avec la communauté locale. C'était le 28 avril 2013 à Darjeeling, en Inde. Sailendra Nath Roy, un conducteur de police de 49 ans connu pour ses cascades audacieuses, s'apprêtait à tenter un nouvel exploit record. Cette fois, il visait à traverser la rivière Testa en utilisant une tyrolienne attachée uniquement à ses cheveux. Sailendra détenait déjà le record mondial Guinness de la plus grande distance parcourue sur une tyrolienne avec ses cheveux, mais il était déterminé à repousser encore plus ses limites. Des centaines de spectateurs s'étaient rassemblés sur le pont de la Coronation à près de 3000 mètres d'altitude pour assister à cette tentative audacieuse. Sailendra n'était pas étranger aux cascades qui laissaient les gens bouche bée. L'année dernière, il avait traîné un train de 42 tonnes sur 2,5 mètres avec ses cheveux et avait parcouru 82 mètres sur une tyrolienne, toujours avec ses cheveux. Ses exploits impressionnants lui avaient valu reconnaissance et admiration. Mais aujourd'hui, allait se révéler tragiquement différent. Alors que Sailendra se préparait pour la cascade, il attacha ses cheveux, longs jusqu'aux épaules, à une poulie sur la tyrolienne. Il portait un gilet de sauvetage par-dessus sa chemise et brandissait le drapeau indien, symbole de sa fierté et de son dévouement. La tyrolienne s'étendait sur 180 mètres au-dessus de la turbulente rivière Testa, et Sailendra entama son parcours avec confiance. Il avait parcouru environ la moitié de la distance lorsqu'un désastre survint soudainement. Sa queue de cheval se retrouva enchevêtrée dans la roue de la tyrolienne, le laissant coincé en plein air. Sailendra tenta désespérément de se libérer, utilisant ses mains pour continuer à avancer, mais plus il luttait, plus ses cheveux s'entortillaient. Les spectateurs applaudirent d'abord, inconscients de la situation désespérée qui se déroulait sous leurs yeux. Pendant environ 25 minutes, Sailendra resta suspendu en l'air, luttant pour se libérer. Les acclamations de la foule se transformèrent lentement en cris d'horreur lorsqu'ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas du tout. Les mouvements de Sailendra s'affaiblirent et il devint immobile après environ 20 minutes. L'absence d'ambulance ou de médecin sur place signifiait qu'aucune aide médicale immédiate n'était disponible. Les médias locaux rapportèrent que Sailendra avait subi un arrêt cardiaque majeur, probablement causé par une crise nerveuse due à la suspension prolongée. Les secouristes le descendirent enfin après environ 45 minutes, mais il était trop tard. Sailendra fut transporté d'urgence dans un hôpital voisin à Siliguri, à 450 km de là, mais il fut déclaré mort à son arrivée. Balay Sutradhar, un photographe couvrant la cascade, se souvint. Il essayait désespérément d'avancer. Il essayait de crier une instruction, mais personne ne pouvait comprendre ce qu'il disait. Après avoir lutté pendant 30 minutes, il est resté immobile. La famille de Sailendra, y compris sa femme et ses 2 fils, était présents, regardant dans un désespoir impuissant. Le frère de Sailendra, Benway, qui assistait pour la première fois à une cascade de son frère, exprima le chagrin de la famille. Il était sûr de réussir, mais le destin a pris sa vie et le membre le plus aimé de notre famille. Amis et collègues pleurèrent la perte d'un homme qui avait inspiré beaucoup de personnes avec ses exploits audacieux. Les autorités révélèrent plus tard que Sailendra n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires pour la cascade. Le commissaire de police de Siliguri déclara que Roy n'était pas en service au moment de sa mort. Cette négligence souleva des questions sur les mesures de sécurité et les protocoles en place pour de telles cascades dangereuses. La passion de Sailendra pour battre des records et repousser les limites humaines était indéniable. Il avait réalisé plusieurs records mondiaux Guinness, notamment en tirant des véhicules avec ses cheveux et en parcourant de longues distances sur des tyroliennes. Sa dévotion était évidente, mais elle montrait aussi les dangers inhérents aux cascades extrêmes. L'incident suscita des discussions sur les risques liés à de telles performances et l'importance des précautions de sécurité. L'absence de personnel médical et le manque de permission officielle soulignèrent la nécessité de réglementations plus strictes et d'une supervision accrue. Le 27 août 2019, dans le désert d'Alvord, en Oregon, Jessie Combs, une Américaine de 39 ans, pilote de vitesse en voiture à réaction, connue par ses fans comme la femme la plus rapide sur 4 roues, tentait de battre un record de vitesse terrestre. Jessie avait toujours été passionnée par la vitesse et la recherche de nouvelles limites. Ce jour-là, elle était déterminée à entrer dans l'histoire en dépassant le record établi par Kitty O'Neill en 1976. Mais cette tentative serait sa dernière. Jessie était une figure éminente dans le sport de niche qu'est la course en voiture à réaction. Son rêve était de devenir la femme la plus rapide sur Terre, un objectif qu'elle poursuivait depuis 2012. Elle était déjà la femme la plus rapide sur 4 roues, record de 632 km/h en 2013.
Cependant, des problèmes mécaniques l'avaient empêché de recevoir une reconnaissance officielle pour des courses plus rapides. Ce jour-là, Jessie visait à battre le record de 823 km/h établi par O'Neill. Elle se réveilla avec une alarme qui déclarait « Faisons l'histoire » et se dirigea vers le lit de lac asséché dans le désert d'Alvor, en Oregon, avec son équipe. Jessie faisait partie du projet North American Eagle, ou NAE, une entreprise ambitieuse. L'équipe avait converti un avion de chasse Lockheed F-104, Starfighter en voiture, capable de vitesse incroyable grâce à son moteur à réaction de 52 000 chevaux. Le petit ami de Jessie et membre de l'équipe, Terry Madden, était avec elle. Il documentait la journée avec des photos et des vidéos capturant l'excitation et la détermination de Jessie. Malgré plusieurs courses réussies plus tôt, Jessie avait exprimé des inquiétudes concernant la sécurité. Elle et Madden avaient prévu de se rendre dans une maison à Lake Tahoe la nuit suivante, mais elle décida de faire une dernière course l'après-midi pour confirmer son record et puis s'en éloigner pour de bon. Alors que Jessie effectuait sa dernière course, la voiture atteignit une vitesse incroyable de 841,3 km/h, dépassant le précédent record. Cependant, la tragédie survint lorsque l'assemblage de la roue avant échoua. Alors que Jessie décélérait juste après la fin de la course, l'assemblage se disloqua et des débris pénétrèrent dans les baies électroniques et mécaniques derrière elle, provoquant un accident catastrophique. Jessie fut déclarée morte sur le coup. Les détails exacts de l'accident étaient encore inconnus, mais le bureau du shérif du comté de Harney confirma sa mort. Terry Madden fut le premier à arriver sur les lieux. Il partagea plus tard son chagrin sur Instagram, révélant qu'ils avaient fait tout leur possible pour la sauver. Elle était connue non seulement pour ses exploits en course, mais aussi pour son travail en tant que métallurgiste et personnalité télévisée. Elle était apparue dans des émissions comme Extreme 4x4, Overhaulin et Mythbusters. Sa personnalité enthousiaste, son sourire éclatant et sa poursuite incessante de ses rêves avaient inspiré beaucoup de gens, en particulier les jeunes filles et les femmes. Dans les jours qui suivirent sa mort, les hommages affluèrent de la part de fans, d'amis et de collègues. Sa famille publia un communiqué, se souvenant de son sourire éclatant, de sa positivité et de sa poursuite tenace de la réalisation de ses rêves. Ils soulignèrent à quel point elle avait vécu sans peur et avait laissé une empreinte sur tous ceux qui la connaissaient. Le but de Jessie de devenir la femme la plus rapide sur Terre fut reconnu par le Guinness World Records après son décès. Ils mirent à jour leur site web, reconnaissant son nouveau record de 841,338 km/h. Jessie devint la première personne à battre le record en plus de 40 ans. L'hommage de Madden à Jessie fut émouvant. Il publia un collage de photos et de vidéos de leurs temps ensemble, exprimant à quel point il était fier d'elle. Il mentionna que, malgré la douleur de l'avoir perdue, il continuerait d'honorer son héritage et de faire le bien en sa mémoire. Ce jour du 11 avril 1996, à Cheyenne, dans le Wyoming, Jessica Dubroff, une petite fille de 7 ans originaire de Falmouth, dans le Massachusetts, tentait de battre un record en devenant la plus jeune pilote à traverser les États-Unis. Elle était accompagnée de son père, Lloyd Dubroff, 57 ans, et de Joe Reed, un instructeur de vol à temps partiel et courtier en bourse à temps plein âgé de 52 ans. Ils étaient à bord d'un Cessna 167B, entreprenant un voyage qu'ils avaient appelé le vol de mer à mer étincelante, un ambitieux périple de 6900 miles d'un océan à l'autre. Le voyage de Jessica avait commencé le 10 avril, au départ de Half Moon Bay, en Californie. Il prévoyait d'atteindre la côte Est en 8 jours en faisant de nombreuses escales pour des interviews avec les médias. Lloyd Dubroff, qui jouait le rôle de publiciste, avait créé un itinéraire chargé, rempli d'interviews tôt le matin et de longues heures de vol. La famille avait attiré une attention médiatique considérable et l'histoire de Jessica captivait la nation. On la voyait souvent dans des vidéos assise sur un siège réhausseur dans le cockpit, utilisant des rallonges de pédales de gouvernail, les 2 mains sur le manche, guidée par les instructions de Red. Le père de Jessica, Lloyd, était la force motrice derrière cette entreprise. Bien qu'il n'ait pas de certificat de pilote, il planifiait l'itinéraire et gérait les engagements médiatiques. Il visait à faire de Jessica une sensation nationale, distribuant des casquettes de mer à mer étincelantes et enregistrant le voyage pour ABC News. Cependant, l'avion était en surcharge et le calendrier ambitieux de Lloyd laissait peu de place au repos. Le matin du 11 avril, la météo à Cheyenne se détériorait. Un orage approchait, apportant de fortes pluies, des vents violents et de la grêle. Red, malgré sa fatigue des jours précédents, décida de continuer pour respecter le calendrier des engagements médiatiques. L'avion, déjà en surcharge, faisait face à des défis supplémentaires dus à l'altitude élevée de Cheyenne, environ 6670 pieds.
Red avait accumulé 1484 heures de vol, principalement le long de la côte californienne, avec une expérience limitée en vol en haute altitude. Jessica avait environ 33 heures de formation en vol avec Red, mais l'idée qu'elle soit la seule pilote relevait plus d'un coup de publicité que de la réalité. Même avant l'accident, la Federal Aviation Administration et le Guinness Book of Records avaient exprimé des préoccupations concernant la promotion de vols dangereux dans la quête de records. Des témoins à l'aéroport régional de Cheyenne ont vu le Cessna lutter pour prendre de l'altitude après avoir décollé de la piste 30. L'avion a à peine dépassé 400 pieds avant de commencer à virer à droite. Quelques instants plus tard, il s'est écrasé nez le premier dans une rue résidentielle, à environ 9600 pieds de la fin de la piste. L'impact fut violent et les 3 occupants furent tués sur le coup. Le site du crash était une scène horrible. La section avant du nez et la cabine avant étaient écrasées et le carburant des ailes s'était répandu bien qu'il n'y ait pas eu d'incendie. L'enquête du NTSB a révélé que Red était aux commandes au moment de l'accident et que l'avion volait dans des conditions difficiles. Vent fort, pluie, grêle et faible visibilité. Les conséquences de l'accident ont conduit à une forte indignation publique et à des changements législatifs. L'ancien président Clinton a signé la loi sur la sécurité des pilotes enfants qui interdisait aux personnes non licenciées de tenter de battre des records ou de participer à des compétitions aéronautiques. Cette loi visait à prévenir des tragédies similaires en veillant à ce que seuls les pilotes qualifiés puissent piloter des avions dans de tels contextes. C'était le 3 avril 2014 à Eloy, en Arizona, à environ 65 miles au sud de Phoenix. Le ciel désertique était clair, avec des conditions météorologiques parfaites pour le parachutisme. Ce jour-là, un groupe de 222 parachutistes de 28 pays différents s'était rassemblé à Skydive Arizona, l'une des installations de parachutisme les plus renommées des États-Unis. Ils avaient un seul objectif, battre le record du monde du plus grand nombre de personnes réalisant 2 formations aériennes avant de déployer leur parachute. Parmi ces parachutistes se trouvait Diana Paris, une parachutiste expérimentée de 46 ans originaire de Berlin, en Allemagne. Diana avait effectué 1500 sauts au cours de sa carrière, ce qui faisait d'elle une vétérane aguerrie de la communauté du parachutisme. Elle faisait partie d'un groupe d'élite appelé le World Team, qui se préparait pour cette tentative de record depuis 18 mois. Le plan était simple mais incroyablement complexe. Sauter de 18 000 pieds, former une figure dans le ciel, se séparer, former une autre figure, puis déployer leur parachute. À 7h30, les parachutistes étaient prêts. Ils portaient des combinaisons colorées et des masques à oxygène nécessaires pour le saut à haute altitude. L'adrénaline était intense lorsqu'ils montèrent à bord des avions, chacun transportant un groupe de parachutistes. Les avions montaient de plus en plus haut, atteignant l'altitude désignée. Le saut allait commencer. Le signal fut donné et un par un, les parachutistes se jetèrent hors des avions. Diana Paris était parmi eux. Les parachutistes se dispersèrent, accélérant à des vitesses de plus de 100 miles par heure alors qu'ils entamaient leur chute libre. La première formation se déroula sans accroc, un kaléidoscope de couleurs dans le ciel. La précision et la compétence requises pour un tel exploit étaient immenses. Mais ces parachutistes étaient des professionnels expérimentés. Puis vint le moment de la deuxième formation. Les parachutistes se séparèrent brièvement avant de se rassembler à nouveau. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'à ce que la catastrophe survienne. Le parachute principal de Diana ne se déploya pas correctement. En parachutisme, chaque seconde compte. Il y a une fenêtre de temps très étroite pour déployer le parachute principal et, en cas de défaillance, pour activer le parachute de secours. Pour Diana, cette fenêtre se referma trop vite. Son parachute défectueux fut largué trop bas pour permettre au parachute de secours de s'ouvrir complètement. Diana chuta vers le sol. Malgré les efforts des procédures d'urgence, il n'y avait rien à faire. À 7h42, les autorités répondirent à un appel signalant un accident de parachutisme. Diana Paris fut déclarée morte sur place. La nouvelle se répandit rapidement au sein de la communauté du parachutisme. Skydive Arizona publia un communiqué confirmant le tragique accident. Le parachute défectueux a été largué trop bas pour permettre au parachute de secours de s'ouvrir complètement, indiquait le communiqué. Il était clair que l'accident n'avait rien à voir avec la taille du groupe ou les conditions météorologiques. L'équipement avait failli au pire moment possible. Le mari de Diana, qui était présent lors de l'événement, était dévasté. Il expliqua à la police que Diana était une parachutiste expérimentée, bien consciente des risques et des mesures de sécurité dans ce sport. Ce n'était pas son premier saut et ce n'était certainement pas sa première tentative de formation en groupe. Le fait qu'une parachutiste aussi expérimentée puisse être victime d'un parachute défectueux en dit long sur les risques inhérents au parachutisme.
Le World Team, malgré leur chagrin, décida d'honorer la mémoire de Diana de la meilleure manière qu'ils connaissaient, en poursuivant leur mission de battre le record du monde. Ils organisèrent une réunion remplie de larmes et d'embrassades et décidèrent de continuer la tentative de record. Cependant, ils allaient le faire avec un changement significatif. Au lieu d'une formation à 222, il y aurait maintenant une formation à 221 avec l'emplacement de Diana, laissé vacant en son honneur. Cette formation en homme manquant était un hommage à leur amie disparue, une façon de garder son esprit vivant dans les cieux qu'elle aimait tant. Le jour du saut spécial, l'atmosphère était chargée d'émotions. Les parachutistes se rassemblèrent, beaucoup d'entre eux étant des amis et collègues de Diana. Ils connaissaient les risques, mais ils connaissaient aussi la passion qui les poussait à sauter des avions et à défier la gravité. Ils s'élancèrent à nouveau dans le ciel, le cœur lourd, mais avec une détermination inébranlable. La formation se réalisa magnifiquement avec l'emplacement vide. L'enquête sur l'accident fut approfondie. Le département de police d'Eloy et la Federal Aviation Administration examinèrent le parachute défectueux. Ils voulaient comprendre ce qui avait mal tourné et comment cela pourrait être évité à l'avenir. Les résultats de l'enquête confirmèrent ce qui était déjà soupçonné. Le dysfonctionnement était un incident malheureux, sans rapport avec des facteurs externes comme la météo ou l'avion. C'était un rappel que même les parachutistes les plus expérimentés sont à la merci de leur équipement.